bienvenue sur Tendance économique, un magazine de reportage et d'analyse des enjeux de la croissance économique sur le continent africain. Le déséquilibre macroéconomique, les déficits budgétaires et les exonérations fiscales telles que pratiquées en Afrique centrale ne sont pas vus d'un bon œil au Fonds monétaire international. À côté de ces facteurs de vulnérabilité, il y a également le poids de la dette qui impacte sur les relances de croissance économique en zone CEMAC. Le FMI recommande une politique fiscale établie entre 3 et 5% du produit intérieur brut. Le FMI propose également une meilleure gestion des dépenses publiques, la restructuration de la dette et la lutte contre la corruption. Pour analyser et décrypter ces recommandations qui ont été faites lors des réunions du printemps du FMI à Washington, je reçois sur ce plateau le docteur Pierre Alaka. Alaka, bonsoir. Bonsoir Cédric Dufédé. Vous êtes expert en fiscalité, enseignant dans plusieurs universités d'Afrique centrale. Vous avez publié aux éditions universitaires européennes une série d'ouvrages sur la fiscalité africaine, le recouvrement des impôts, les procédures de contrôle en matière fiscale dans l'espace OHADA. Il y a eu, il y a quelques jours, des réunions du printemps du FMI et la Banque mondiale. Et durant ces réunions, le moniteur fiscal du FMI a montré des signes inquiétants sur le surendettement des pays africains. Et parmi les 6 pays qui inquiètent les institutions de Bretton Woods, il y a le Tchad et le Congo-Brazzaville, 2 pays de la sous-région Afrique centrale. Quelle est votre analyse de ce cycle d'endettement des pays à faible revenu dans la zone CEMAC? Cédric Dufédé, merci de m'avoir invité. Bonsoir à vos téléspectateurs. Je suis tout à fait indigné d'apprendre que c'est le FMI aujourd'hui qui fait remarquer que les pays de la zone CEMAC sont surendettés. Souvenez-vous, lorsque ces pays entrent en concubinage avec le FMI, il s'agissait de mettre en place des politiques économiques à la place des États, et il s'agissait aussi de voir leur politique financière. Donc c'était les 2 objectifs à atteindre, de restructurer les finances publiques et remettre l'économie sur pied. Plusieurs années plus tard, ils nous sortent un gadget qu'on appelle pays pauvres très endettés, les mesures d'ajustement structurel ayant échoué. Ils nous sortent dans ce gadget pays pauvres très endettés qui aboutira à quelque chose de spectaculaire, le point d'achèvement. Et les Africains ont gobé tout ça et le point d'achèvement avec. Justement, pour dire que passer le point d'achèvement, voilà, il y a eu une période quand même dorée avec il n'y a eu le pétrole. Il n'y a eu aucun point doré. Ça viendra plus tard. Le point qui me permet de répondre d'abord à votre question, c'est que pour être pays pauvre très endetté, il a fallu que le FMI oblige nos États à se surendetter, parfois à concurrent de 150% de notre PIB. D'où vient-il qu'aujourd'hui, ils soient les premiers à dire « nous sommes surendettés » alors que c'est eux qui nous ont poussés à l'endettement. Bon, passé cette période, et je reviens donc à votre seconde hypothèse de la question, passé cette période, il y a une embellie avec le pétrole. Et une embellie avec le pétrole dans certains États, parce que le pétrole a été bien géré dans certains pays, comme la Guinée équatoriale et le Tchad notamment. Eh bien, ça offusquait le FMI, qui était en train de perdre des clients potentiels, parce que je voudrais vous dire que le rôle du FMI en Afrique, ce n'est pas de voir les pays africains être développés, je suis désolé. Ce n'est pas de voir les pays africains sortir du gouffre, mais c'est de les voir s'engouffrer davantage. Mais ces pays africains siègent bien sûr au conseil d'administration du FMI qui a été présenté par les États-Unis et les grandes puissances industrielles comme un instrument financier important pour soutenir les États en difficulté et restructurer leur économie jusqu'à ce qu'ils puissent sortir des zones rouges de crise. Ben, ça veut dire que ces Africains ne représentent pas l'Afrique. S'ils siègent au conseil d'administration du FMI et ils laissent passer ce genre de mesures qui entravent considérablement au décollage économique de nos États, ça veut dire que ces Africains-là ne sont pas des Africains. Si c'était des Africains, on n'en serait pas arrivé là. Laissons les opinions. Regardons donc ce que fait le FMI dans ses conseils d'administration.
mais absolument rien au regard des représentants de l'Afrique, dans la mesure où les représentants de l'Afrique viennent signer, apposer leur signature lorsque les grandes décisions ont été arrêtées, puisque les comités techniques, dans les comités techniques ne siègent pas les représentants africains. Vous savez que au FMI, c'est $1, une voix. Il y a justement un constat qui est fait. C'est l'endettement du Congo-Brazzaville qui est situé à environ 117% du PIB. Le Cameroun est environ à 35% d'endettement par rapport à son PIB. Le Tchad, autour de 40 à 45%. Le cycle d'endettement commence à inquiéter tous les observateurs avertis du paysage économique. Comment est-ce que vous entrevoyez ce rythme d'endettement dans la zone CEMAC? D'abord, il n'est pas interdit à un État de s'endetter. Et surtout un État potentiellement riche comme nos États. Ça veut dire que nous avons suffisamment de richesses pour couvrir cette dette à terme. Donc le débat ne se pose pas à ce niveau. Le débat se pose à l'instrumentalisation que fait le FMI pour montrer que le cycle d'endettement de nos États ne permet plus à ces États d'être libres et indépendants du point de vue de la gestion de leur politique économique et de leur politique financière, ce qui est un tort. Et ce qui est un tort parce que, et c'est ça qui est dommage, nos technocrates gobent ça, gobent ce genre de théorie comme s'ils sortaient de Mars. Alors qu'on n'a pas besoin de réfléchir deux fois pour comprendre que le concubinage avec le FMI n'a accouché jusqu'ici que des souris et des souris bâtards. Vous parlez d'une dette qui est soutenable. La norme dans la sous-région, c'est 70% du PIB, mais on constate qu'il y a des pays de la sous-région qui peinent, qui ont des tensions de trésorerie et qui peinent à pouvoir respecter leurs engagements. Est-ce que cela n'est pas un problème? Mais la soutenabilité de la dette est une question africaine. Les États-Unis sont surendettés, la France est hyper endettée. Pourquoi on ne tient pas le même discours là-bas chez eux? Mais parce qu'on est en Afrique. Mais cessons donc, refusons donc d'être en Afrique. Et disons-nous que nous avons des dettes, certes, on nous est à pousser, mais ces dettes sont soutenables. Et ces dettes sont soutenables pour deux raisons. On n'a qu'à mettre en place de bonnes politiques budgétaires. On n'a qu'à mettre en place une bonne politique monétaire. Cela signifie que nous devons aujourd'hui avoir un instrument monétaire qui nous permet d'avoir l'instrument monétaire à notre disposition. Nous en parlerons au cours de cette émission, mais revenons d'abord sur la politique budgétaire et ces déficits observés durant ces dernières années en Afrique centrale. Est-ce que ces déficits sont de nature à permettre à ces États de pouvoir mener à bien leur politique de développement économique et social? Nos politiques budgétaires souffrent effectivement de déficits. C'est connu de tous. Mais ces déficits sont calculés sur une base qui n'est pas la nôtre, que nous n'avons pas définie, qui est contenue dans le tableau des opérations financières des États. Or, il ne me semble pas qu'une bonne définition des politiques économiques de nos États considère comme seul élément de définition d'une bonne santé économique de l'État le tableau des opérations financières, notamment son solde primaire. Dès qu'il est négatif, le FMI saute dessus et dit « Vous avez une mauvaise politique budgétaire, on doit désormais vous accompagner, vos déficits doivent être couverts par les excédents des autres et vous ne pouvez pas y aller tout seul, vous avez besoin de notre assistance. » Mais bon Dieu, et que font les autres États, un pays comme les États-Unis qui est soutenu par la Chine par rapport à ce déficit? Pourquoi est-ce que le même discours n'est pas tenu de ce côté-là? Parce que ce sont des États puissants. Mais la puissance d'un État se mesure par quoi? Par la capacité de tir et des armes automatiques ou bien par sa richesse du sol et du sous-sol. J'ai dit par la richesse du sol et du sous-sol, et c'est nous qui sommes riches. Justement, le Cameroun, qui sont puissants. Le Cameroun qui a un énorme potentiel économique, mais la politique fiscale, elle aussi, rencontre d'énormes critiques de la part de plusieurs observateurs. Le FMI qui pense qu'il faudrait aller jusqu'à 3 à 5% du PIB pour pouvoir renflouer les caisses des États africains à faible revenu, notamment ceux qui ont beaucoup compté sur le pétrole pour pouvoir financer le budget d'investissement public. Que pensez-vous de cette proposition?
Deux réponses. La première au niveau des politiques fiscales, que le FMI considère comme des mauvaises politiques fiscales de nos États, oubliant que les États comme les autres, comme les nôtres, doivent regarder à peu près 4 éléments. Lesquels? L'élément financier, la mesure de politique fiscale doit être rentable, donc rapporter l'argent à l'État. L'élément psychologique, il faut que le contribuable paye. Parce que s'il refuse de payer, la mesure qui passe en vertu du principe de la légalité fiscale ne donnera rien. Et troisièmement, l'élément social qui voudrait que la nouvelle mesure fiscale ne crée pas des injustices au sein de la société, dont des disparités, des inégalités. Et enfin, la dernière mesure, elle est économique. Il ne faudrait pas que des tensions économiques, le climat des affaires avec, il ne faut pas que tout ça soit perturbé. Compte tenu de ces paramètres-là, est-ce qu'on peut aller jusqu'à 5% du PIB d'imposition fiscale? Compte tenu de ces paramètres, nous dépassons les 5% de notre PIB. Et c'est le deuxième volet de ma réponse. Et c'est là où je trouve le FMI comme une institution curieuse, M. Cédric Fellé. Et regardons, prenons le cas du Cameroun. Lorsqu'on regarde les sites, par exemple, comme celui de la Société Générale, on se rend compte que le PIB du Cameroun va tourner dans les 16 000 milliards de dollars. Mais d'autres... De francs CFA, environ 30 milliards de dollars. De francs CFA, autant pour moi. Environ 33 milliards de dollars. 33 milliards de dollars, merci. Je parlais de francs CFA, plus de dollars, merci. Mais si c'est le cas, 5% de 16 000 milliards de francs CFA, je crois quand même que nous les atteignons. Puisque en 2017, l'administration fiscale camerounaise a présenté des recouvrements de près de 1750 milliards de dollars. C'est au-dessus de 10%. Alors si le FMI dit que nous devons atteindre 5%, soit le FMI se trompe sur notre PIB, soit le FMI ne sait pas exactement de quoi il parle. Parlons du PIB, qui est le produit intérieur brut de la nation. Nous avons le PIB marchand, qui est l'ensemble des revenus des secteurs productifs. Et le PIB non marchand, qui est l'ensemble des revenus des administrations et autres. C'est les deux, PIB marchand plus PIB non marchand. C'est les deux qui font le PIB, le produit intérieur brut de la nation. De quel PIB parle le FMI? Est-ce du PIB marchand ou est-ce du PIB non marchand? Quel que soit dans les cas, notre PIB actuel, marchand ou non marchand, nous permet de réaliser au moins une politique fiscale qui nous fait recouvrer 5% des impôts. Justement, ces recouvrements-là se posent également d'autres problèmes relatifs à la capacité de mobilisation des recettes fiscales pour répondre à la demande des populations en matière d'infrastructure, en matière de financement du budget d'investissement public. On constate que depuis au moins 2 à 3 ans, le gouvernement doit financer son budget à hauteur de 25% par les banques commerciales et d'autres partenaires financiers. Comment vous appréciez une telle stratégie? Mais là, le FMI confond beaucoup de choses. Le FMI confond les politiques fiscales avec les politiques budgétaires qu'il met ensemble. Si nous restons dans le cadre des politiques fiscales, on est d'abord d'accord que le plancher de 5%, de 3 à 5% que nous fixe le FMI est faux. S'il n'est pas faux, ça veut dire que le FMI est au courant du véritable PIB de nos États que d'autres États nous cachent, que nous-mêmes nous ne savons pas. Et cela peut s'expliquer. Cela peut s'expliquer au niveau des recettes. Cela signifie donc que les recettes de 1700 milliards dont on nous parle sont des recettes fausses. Et elles peuvent être fausses pour 2 raisons. Parce qu'il y a là le recouvrement du contentieux, c'est-à-dire que les crédits de TVA qui ne sont pas remboursés, et les cautions pour les recours contentieux qui ne sont pas remboursés lorsque le contribuable obtient gain de cause. Si le calcul est fait de la sorte, ça veut dire que le FMI joue à un jeu trouble dans nos États. Et ce n'est pas bon du tout. Il doit nous dire
pour lui, le FMI, que représente 5% du PIB en chiffres réels. Là, on saura exactement de quel PIB il parle par rapport à nos États. Il faut préciser que c'est une recommandation adressée à plusieurs pays africains, pas spécifiquement au Cameroun, mais il y a une mission conjointe. Et tous les pays africains répondent à cette norme-là. À cette norme. Il y a une mission conjointe FMI et Banque mondiale qui séjourne actuellement au Cameroun pour évaluer la mise en œuvre du programme de redressement économique. C'est la deuxième phase cette année 2018. Le gouvernement qui espère bénéficier d'environ 300 milliards de la part de ses partenaires, mais il y a des exigences au préalable. Et parmi ces exigences, il y a l'assainissement de la gestion des finances publiques. Et là, la directrice générale du FMI a déploré cette corruption et cette malgouvernance qui sont des obstacles à la relance de la croissance en zone CEMAC. Comment vous le vivez concrètement, ces différents fléaux dans l'économie? Je voudrais vous dire que la corruption est un mal qui est connu par tous les États. Et je souhaite vous affirmer que la corruption est rentrée dans nos États avec justement l'arrivée du FMI. Et que le FMI aujourd'hui déplore qu'il y a trop de corruption, ça veut dire que le FMI nous dit seulement qu'on a exagéré. On devait aller doucement. On a exagéré. Ce n'est pas... Comment expliquez-vous qu'une institution financière internationale qui vient soutenir un État en difficulté, en cessation de paiement et en des tensions de trésorerie serait en train d'encourager la corruption alors que dans ses missions, elle prône des pratiques de bonne gouvernance? Mais puisque ces missions ont donc échoué, les pratiques de bonne gouvernance devraient aboutir à l'assainissement de nos finances publiques après certainement le premier plan triennal. Il y a eu le premier plan triennal pour le Cameroun, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième. Je crois même qu'il y avait un sixième avant qu'on nous dise c'est impossible, on va aller aux pays pauvres, très endettés. Le problème de la corruption est simple. Et le FMI a la solution, mais ne peut pas la recommander à nos États parce que cette solution mise en place, le FMI lui-même se ferait harakiri. Quel est votre diagnostic d'abord sur cette corruption qui gangrène l'administration publique camerounaise et même de plusieurs pays africains? Cette réponse additionne à celle que je voulais donner. Et votre question vient juste me donner de sérieuses indications. Eh bien, c'est la question monétaire parce qu'on a un franc dont la libre convertibilité et la libre transférabilité autorisent tout le monde à être corrupteur et corruptible. Je rappelle qu'il n'y a pas de corruption sans corrupteur et sans corrompu. Et deuxièmement, si on veut mettre fin à la corruption au Cameroun, pourquoi le FMI n'instruit pas nos États de se débarrasser des paiements en espèces, en numéraire? Ce serait l'une des mesures les plus fortes pour lutter contre la corruption. Donc pour vous, c'est là l'un des pans importants de ce fléau? Le pan le plus important. Et pour preuve, si demain, les États d'Afrique centrale dont on accuse de corrompus et d'être corrompus ou d'être corrompus, parce que ce n'est pas eux qui se corrompent eux-mêmes, c'est le FMI qui corrompt. Si ces États décident aujourd'hui de dire, à partir de demain, des nouvelles coupures vont entrer dans le marché et tous qui ont les anciennes coupures doivent venir les changer, vous verrez qu'il y aura une masse monétaire incroyable dans nos États et dans nos banques. Et l'État pourrait profiter pour taxer cette thésaurisation de l'économie. Même à 20%, il retiendrait 20% sur tous les changements. Vous verrez que la corruption va reculer. Et elle ne pourra reculer que si on dit qu'à partir de maintenant, seules les cartes bancaires et le chèque, bien sûr, il faut qu'il y ait une justice capable de réprimer les chèques sans provision et autres gangstérismes financiers. Pour que tout cela se passe bien, vous verrez très bien que non seulement la corruption va reculer, mais aussi on va commencer à avancer. Justement, pour assainir les finances publiques, le gouvernement a opté pour le comptage physique
des agents de l'État. Vous avez suivi le lancement de cette opération il y a quelques semaines. La Nouvelle Expression a fait état, c'est un quotidien camerounais, qui a fait état de l'arrestation de certains fonctionnaires du ministère des Finances soupçonnés d'avoir entretenu des réseaux où il y a eu de nombreux salaires fictifs, avantages fictifs et un préjudice financier qui serait évalué à environ 13 milliards de francs CFA selon le quotidien La Nouvelle Expression. Comment appréciez-vous la démarche du gouvernement visant à procéder à un comptage physique des agents de l'État et en menant d'autres actions pour réduire justement ce type d'attitude au sein de l'administration publique? Je voudrais d'abord rappeler à votre bon souvenir que ce n'est pas la première fois qu'il y aura le comptage physique des agents de l'État. Les recensements se font tout le temps, presque tous les 3 ans. Ça n'a jamais résolu le problème. Mais c'est nécessaire. C'est nécessaire, le comptage il est nécessaire pour 2 raisons. La première, on saura qui a couvert le fonctionnaire qui émargeait sans contrepartie dans son travail. Et deuxièmement, lorsqu'on aurait retrouvé celui qui bénéficiait de ces revenus, eh bien on peut le poursuivre et recouvrer cet argent. Voilà pour moi en quoi le comptage physique peut être important. Mais sinon, le fait d'avoir en quelques semaines retrouvé les instigateurs, les auteurs... Présumés, encore? Non, il n'y a pas de présumés. Les auteurs de ces malversations montrent que il faut arrêter l'écoulement du sang, pas là où le sang coule, mais un peu plus au-dessus, parce que le sang venant du cœur, vous mettez le garrot au-dessus de la blessure et vous allez arrêter les écoulements de sang. Si vous mettez le garrot au-dessous de la blessure, le sang va continuer à couler. Et le garrot ici, c'est le comptage physique. Si vous le mettez en haut, c'est bien. Si vous le mettez en bas, vous perdez. Or, vous ne le mettrez jamais en haut parce que vous le mettrez en bas. Donc, puisque en haut, il y a ceux qui tirent les ficelles, c'est la cellule informatique. Et je voudrais ici féliciter, je ne suis pas très habitué à féliciter les membres du gouvernement, à féliciter le ministre Montazé qui, avec ceux qui lui ont soufflé cette idée, tous qui lui ont soufflé cette idée, de parvenir très rapidement à mettre le garrot. Mais ça ne suffit pas. Que faut-il d'autre Ce au-delà de l'action faire menée par le ministre des Finances, Louis-Paul Moutazé, concernant bien sûr l'assainissement du fichier solde de l'État? Qu'est-ce que vous préconisez pour améliorer la gestion des finances publiques? C'est très simple. On avait engagé le projet CJPS 2, qui était un excellent programme qui permettait au ministre des Finances, de son bureau, de savoir lorsqu'il y a un élément suspect qui a été, je ne suis pas informaticien, qui a été procédé, une manipulation inhabituelle qui a été faite au niveau du système informatique de la solde. CJPS 2 a accouché d'une souris. Justement. Et pour cause. Parce que ceux qui tirent les ficelles, c'est pas seulement ce qu'on a arrêté là avec les 11 milliards, parce que c'est établi, des avocats, c'est vrai. Ils bénéficient encore de la présomption d'innocence. Pour les avocats, ils bénéficient de la présomption d'innocence. Mais je voudrais également ajouter, Cédric, je voudrais également ajouter que les mêmes avocats, lorsqu'on va les corrompre, ils vont changer de camp. Parce que c'est comme ça dans notre pays, malheureusement. J'ai d'excellents amis, de grands avocats qui ne font pas ça, mais la majorité. Je vous en prie. Sur l'informatisation du fichier solde de l'État, il y a eu un CJPS 1, un CJPS 2 qui n'a pas marché. Le ministère de la fonction publique et le ministère des Finances étaient impliqués dans ces projets. Passer le comptage physique de l'État, quelles réformes faut-il mettre sur pied pour que l'État puisse maîtriser ses ressources et améliorer ses dépenses publiques? D'abord, il faut qu'on redevienne africain. Vous savez, la corruption n'est pas seulement un phénomène africain. Encore que la corruption n'était pas connue de l'Afrique, parce que l'Afrique n'était pas individualiste. L'Afrique est communautaire. Donc, on ne prend pas en Afrique ce qui appartient à l'autre. C'est interdit même dans nos coutumes. Donc, la corruption est un phénomène occidental.
nous devons rejeter toutes ces idées reçues venues de l'Occident, repenser notre système économique, notre système de vouloir vivre ensemble, financier et social, pour trouver les marques qui peuvent être les nôtres. On va certes informatiser avec CJPS 3, CJPS 4. On peut mettre les systèmes de badging qui vont permettre aux ministres de savoir, avec des systèmes d'habilitation. Si tu as passé une opération, c'est quelqu'un d'autre qui doit la changer par rapport à son habilitation. On va faire tout ça, mais la machine, elle est manipulée par l'homme. Tout ça peut changer du jour au lendemain. Il nous faut donc un supplément d'âme. Il faut commencer à aimer nos pays, à respecter l'intérêt général. C'est à ce prix que nous allons nous développer. Alors justement, cette nationalisation-là, ce sentiment de patriotisme ne se retrouve pas toujours dans l'administration publique dans certains pays africains, à l'heure où il y a des crises économiques qui se multiplient et des programmes de redressement économique qui sont conclus avec le FMI et un secteur privé qui peine à pouvoir trouver ses marques dans la libéralisation des marchés. Comment le Cameroun et la sous-région Afrique centrale peut-elle définitivement sortir de ce cycle de crise économique qui s'enchaîne depuis une vingtaine d'années aujourd'hui? Parfaite question qui m'amènera à vous dire que tout pays qui veut se développe avec son propre potentiel économique qui est constitué des petites et moyennes entreprises nationales et des petites et moyennes industries nationales. Première étape. Deuxième étape, l'apport de l'État dans la création des petites et moyennes industries issues de l'artisanat. Regardez ce que les artisans font. On peut faire des industries. Ça nous permettra d'avoir la plus-value. Et vous savez que c'est la plus-value qui fait le PIB, qui est un des éléments du PIB marchand. Lorsque vous n'avez pas de plus-value, vous n'avez que le PIB marchand primaire. Ce qui vous pousse à avoir 1000 PIB comme les premières questions qu'on a développées. Troisièmement, l'État doit combattre la corruption par quelque chose de simple. Si vous avez volé, on vous prend tout ce que vous avez et on vous envoie maintenant chez le juge qui vous demande de payer encore tout ce que vous avez volé. On vous jette en prison, sachant que vous n'avez plus rien du tout, ni pour vous, ni pour vos familles futures. Et j'ai toujours indiqué ici que lorsque vous êtes issu d'une famille qui a trahi l'État parce que c'est de la haute trahison, eh bien, les pupilles doivent en assumer parce qu'ils auraient dû assumer si on n'avait pas arrêté leurs parents. Est-ce que ces décisions ne sont pas assez dictatoriales, communistes, à l'époque de l'ex-URS? Qu'est-ce que la dictature? Lorsque vous décidez de pouvoir spolier une personne, certes reconnue coupable de détournement de deniers publics, que toute sa famille soit complètement... Alors quelqu'un qui vole, il vole pour qui? C'est sa famille qui est aisée. S'il cesse de voler, et pendant que sa famille est aisée, il y a des familles qui sont en souffrance, qui ne peuvent pas payer l'aspirine. Donc il a pris ce qui appartenait au peuple, à tout le monde, pour lui, et lui tout seul. Non, lui et sa famille. Vous ne pouvez pas mettre sa famille en dehors. Ce n'est pas de la dictature, c'est la conscientisation. Au grand mot, les grands remèdes. Vous comprenez, c'est dit. Au grand mot, les grands remèdes. Et leurs pupilles, j'ai toujours dit, leurs enfants ne doivent plus avoir des fonctions publiques, des hautes fonctions publiques, parce que tel père, tel fils, je l'ai toujours dit. Et la politique monétaire, en quelques mots, je vous en prie. Mais la politique monétaire consiste à retrouver la souveraineté totale de l'État. Sans monnaie, vous n'avez pas de souveraineté. La souveraineté monétaire, elle est comme la souveraineté fiscale. Aujourd'hui, nous avons perdu la souveraineté budgétaire. C'est l'OFMI qui le fait. Nous avons perdu la souveraineté financière. C'est l'OFMI qui le fait. Nous avons perdu depuis les années 40 la souveraineté monétaire. C'est la France qui l'a fait. Mais si vous n'avez pas de souveraineté monétaire, autrement dit, si vous n'avez pas votre propre monnaie, ben,
on fait de vous ce qu'on veut. C'est comme si vous avez un fusil avec des balles, mais vous donnez à votre voisin qui est votre ennemi. Mais le gouvernement de la CEMAC estime que la zone franc CFA, c'est la stabilité financière et économique. Ils sont responsables de ce qu'ils disent. Je ne suis pas du gouvernement de la CEMAC. Je ne suis pas venu ici en tant que membre d'un gouvernement d'un pays de la CEMAC. Je suis venu ici en tant que quelqu'un qui va vous dire la vérité. Hein? Ce n'est pas des gens qui vont réciter des idées reçues qu'on leur a dit parce qu'ils veulent rester à leur poste ou au pouvoir. Non, personne ne peut... Alors, on peut faire un débat avec ces gens, si vous voulez. Ils vont m'expliquer comment on peut se développer sans monnaie. Comment on peut se développer avec une monnaie qui est gérée par quelqu'un d'autre? Vous, Cédric, nous faites-vous travailler. Monsieur Alaka garde votre argent et quand vous voulez acheter les aspirines à votre enfant, vous devez chercher Monsieur Alaka. Mais soyons sérieux. L'ancien directeur général du FMI, Dominique Strauss-Kahn, a fait des propositions pour qu'il y ait un panier de devises concernant le franc CFA et sa parité avec l'euro. Que pensez-vous de ces propositions? D'abord, le franc CFA ne peut pas avoir de parité avec l'euro parce qu'au départ, c'était une convention monétaire entre les États qui ont en commun le franc CFA et la France. À partir du moment où le franc français a disparu, les États africains avaient l'occasion de récupérer leur souveraineté monétaire. Ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. On leur a vendu l'euro. Et nous sommes partis d'une parité avant d'évaluation de 50 francs pour un franc français, puis de 100 francs pour un franc français, et maintenant on est pour un franc français référence euro à 655. On a dévalué 3 fois notre monnaie parce qu'on a signé une convention monétaire dont on nous dit, les dirigeants nous disent que ça assure la stabilité. C'est ça, cette stabilité-là qui vous sort d'une situation de sérénité financière à une situation de sauvagerie financière, de faiblesse financière. Mais non, ils se sont trompés. Et quand on se trompe, on accepte. Et quand on se trompe de cette manière, je vous assure, le FMI jubile. Vous savez que le FMI aurait pu disparaître depuis, puisque le FMI, sa mission était terminée après le plan Marshall. Mais ils ont trouvé du marché en Afrique pour s'engraisser et puis nourrir les plus grands financiers, les plus grands actionnaires. Et parce que, encore une fois de plus, au FMI, comme à la Banque mondiale, c'est $1, une voix. Merci, docteur Pierre Alaka Alaka. Je rappelle que vous êtes fiscaliste, également enseignant dans plusieurs universités d'Afrique centrale et vous avez publié une série d'ouvrages sur la fiscalité africaine. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous dans une semaine pour une nouvelle édition de Tendance économique.